appris que le président avait refusé de nous libérer. Si vous écrivez une lettre au ministre de l'Intérieur, rappelez-lui que les flammes n'ont jamais fait acte de violence. Après le jugement, on a ouvert les portes de la prison. C'était comme si on nous demandait de leur dire au revoir pour la dernière fois. Quand on m'arrêtait, j'étais au point de vue ancienneté. Je venais en 3e position, mais je n'avais pas de commandement. J'ai été arrêté parce qu'on me soupçonnait d'être le chef militaire des Flammes. J'ai fait 2 ans en prison parce que la vérité, il n'y avait rien à me reprocher. Quand on m'arrêtait, il m'accusait d'être gardien et dépositaire de secrets militaires, ce que je n'étais pas du tout. Mais comme il n'avait rien à trouver, j'étais quand même condamné à 2 ans de prison pour avoir divulgué des secrets militaires sans avoir l'intention de trahir. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais le film, tout à l'heure, vous l'avez regardé, mais le film dit pas tout. On ne peut pas raconter ce qui s'est passé à Walata. Ce sont mes notes de prison. Bon, celles que j'avais faites en prison à Nouakchott et à Walata ont été perdues. Parce que lors des événements de 89, ma famille a été déportée et elle n'a pas réussi à sauvegarder mes notes. Mais j'ai continué quand même. Et ça, c'était à Ayoun. Donc, puisque je n'avais pas de papier, et je me cachais pour prendre mes notes. Et à chaque fois que je sortais, je me débrouillais toujours pour trouver des pots de Gloria. Et donc, j'enlevais les feuilles. Et sur ces feuilles, je mettais toutes mes notes au quotidien. Donc, ici, on a des informations sur toute la vie au quotidien que nous avons vécu à Ayoun. J'avais fait ça aussi à Walata, mais tout est perdu malheureusement. Durant ma présence à Walata, et après mon départ de Walata, j'ai cherché à comprendre pourquoi tant de haine. Pourquoi? Parce que Walata est tellement austère que même si on nous libérait, nous ne pouvions pas nous sauver. Qu'on nous mette dans un bâtiment sans lumière, avec des trous, qu'on nous mette des chaînes, qu'on mette des menottes, qu'on nous nourrisse du riz avarié, agrémenté de grains de sable. Nous n'avions par 24 heures qu'un quart de litre pour tous nos besoins, nous. Je n'arrive pas à comprendre. Mais après, je me suis dit, dans la tête de ceux qui nous avaient envoyés à Walata, c'est qu'ils voulaient nous rappeler que nous n'étions que des esclaves, comme nos ancêtres qui ont été déportés vers les Amériques et les Antilles. C'est tout simplement ce que ça voulait signifier. Je n'ai pas trouvé une autre expression. Merci. Autre chose aussi, c'est que j'ai été extrêmement impressionné par la complicité dans laquelle on était en majorité. Donc, cette complicité aussi nous permettait d'être convaincus que nous sommes dans la légitimité de notre combat et que le combat continue malgré les souffrances que nous vivions. Et ensuite, les humiliations, les souffrances physiques, et aussi le fait de penser à nos familles, à nos parents. Donc, parce que le fait de rester des mois et des mois, on ne sait même pas que sont devenus les membres de la famille, que sont devenus les amis. Ça nous crée aussi des situations d'angoisse. Ce qui fait que le jour où nous avons appris que nous avions été adoptés par Amnesty International, ça a créé en tout cas, disons, une motivation encore beaucoup plus importante, nous a amené à être beaucoup plus convaincus dans le combat que nous menions. La majeure partie noirs, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, ils sont aussi exilés et restés avec leur famille. Nous avons été expulsés. Le combat, c'est à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a une division de l'internationalisation aujourd'hui et qu'on continue le combat.
Mais quand on écrit, quand on produit des documents, quand on produit d'organiser, on envoie au président de la France, au président de l'Union européenne, à l'Angleterre, au président Obama et tout. Ils sont tous au courant de ce qui se passe en Mauritanie. Ils sont tous au courant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'hypocrisie des pays aussi. Regardez ce qui se passait en Libye. Tout le monde était au courant de ce qui se passait en Libye. Mais pourquoi ils ont attendu tant d'années pour réagir tout de suite? C'est une question d'intérêt. Question d'intérêt. Comme disait un ami, un vieil administrateur colonial, il ne faut jamais vous fier. Comme il se disait de gauche, des fois il avait des conflits avec ses supérieurs lorsqu'il était à Mauritanie. Il ne faut jamais vous fier à ces situations parce qu'ils soutiennent toujours le système d'État de Mauritanie. C'est ce que disait Chirac. Chirac disait, c'est un discours qu'il a tenu à Dakar, pour lui, Boutaya est un exemple de démocratie sur lequel tous les autres pays africains doivent se baser. Mais Boutaya dit qu'en Mauritanie, la Mauritanie, c'est comme un arbre. De temps en temps, il faut secouer les branches pour faire tomber les feuilles mortes. Et les feuilles mortes, c'est quoi? C'est les nerfs. Il faut les expulser, les massacrer. Donc, pour nous, les Flamands, nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur. Que ce soit, je prie tout de suite de Gaulle, les Irlandais, lorsqu'ils combattaient pour leur indépendance, c'était la même chose. Les Palestiniens ou tous les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. C'est pas, on s'affiche comme maintenant, on fait un travail de mobilisation au niveau international, mais on mobilise des fonds humains aussi et des fonds matériels pour organiser notre combat. Okay, mais en tout cas, il ne faut pas vous fier aux apparences pour croire que nous faisons absolument, nous continuons le combat. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, cette séance, c'est pour faire un travail de sensibilisation. On le fait partout dans le monde. On le fait partout dans le monde et aussi on sensibilise de plus en plus l'opinion internationale. Et un jour, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aboutira à nos objectifs, c'est de construire un pays dans lequel tout Mauritanien s'épanouira parce que nous sommes à peine 3 millions d'habitants en Mauritanie. Il y a énormément de potentialités économiques. Du poisson, du fer, du pétrole, de l'or, phosphate, des terres qui sont riches pour 3 millions d'habitants, alors qu'il y a une forte migration. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous ne sommes pas aidés par tout le monde. Je peux donner des statistiques qui peuvent être vérifiées ici, aussi bien ici en France que partout en Europe ou aux États-Unis. Sur 100 personnes qui ont des papiers prétendus de réfugiés, il n'y a que 2 ou 3 qui combattent. Les autres, comme disait quelqu'un dans un foyer de travail médian, nous, ce qu'on veut, c'est que les Noirs continuent d'être massacrés à moitié pour qu'on puisse avoir des papiers. Et comme disait Amilcar Cabral, même si nous sommes 10, on continue le combat jusqu'à notre victoire. Je vais simplement ajouter quelques mots pour dire qu'il a raison de dire que beaucoup de cadres noirs mauritaniens ne rentrent pas. Ça, c'est grave. Et il faut le dire, c'est grave. Et personne ne fera le combat à notre place. Il faut que nous rentrions et que nous nous battions. Personne ne fera le combat à notre place. Il faut compter sur personne. Il n'y a que les Noirs qui peuvent se battre, qui doivent se battre pour acquérir leur liberté et acquérir la liberté et l'égalité. Personne d'autre ne fera notre place. Beaucoup de cadres, après leurs études, restent. Je dis c'est mauvais parce qu'un jour viendra où on ne trouvera à Mauritanie comme Noirs que des ignorants. Et ceux-là, on ne les convoquera pas dans une réunion pour voir comment on va gérer la Mauritanie. Est-ce que votre combat, c'est un combat pacifique pour atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est un combat politique? Est-ce que c'est un combat vraiment où tous les coups sont permis, y compris sur le plan militaire? Ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Moi, je ne parle pas du Nord-Irlande. Je parle de la République d'Irlande. Et dans cette République d'Irlande, durant leur combat, ça, de plus en plus, l'histoire le révèle. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a près de 40 millions d'Américains d'origine irlandaise, particulièrement à l'Est. Or, beaucoup ont participé financièrement, matériellement, au combat pour la République d'Irlande. Qu'est-ce que vous avez par combat? Mais ils ont pris leurs armes pour lutter systématiquement parce que, tout simplement, lorsqu'ils ont demandé leur indépendance, le Royaume-Uni a refusé systématiquement. Mais les familles Kennedy sont impliquées, les familles Bush sont impliquées, mais c'est maintenant de plus en plus que l'histoire le révèle. Bon, maintenant, nous, ce que nous avons demandé, et nous le demandons dans le manifeste, à la conclusion, il est dit
asseyons-nous autour d'une table et discutons pour construire une Mauritanie dans l'épanouissement de tout être social mauritanien, de tout citoyen mauritanien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a massacré les populations. On a massacré. Or, quand on est en face de quelqu'un qui ne réfléchit pas, systématiquement, à un certain moment, le droit des Nations Unies nous donne ce droit aussi. C'est bien écrit. Quand à un certain moment, l'adversaire refuse systématiquement de te donner tes droits, toi aussi, tu as le plein droit de prendre des armes pour combattre systématiquement ces armes qui sont utilisées contre toi. Ça existe. Nous sommes dans nos droits. On a, depuis 1900, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer mes grands frères qui sont aujourd'hui décédés, qui sont membres fondateurs du mouvement de l'Union des générales des originaires de la vallée. Ils étaient toujours des pacifistes. Pacifistes. Nos générations sont venues, on a tiré la conclusion face à ces marques, face à ces tortures. Mais comment voulez-vous qu'on trouve des enfants, on trouve une famille, on les égorge systématiquement, ou bien on trouve des femmes en état de grossesse, on déchire les ventres, ou bien j'ai rencontré des militaires mauritaniens qu'on a asphyxiés parce que, disent-ils, pour diminuer la population de la montagne. Ça existe. C'est dommage que William Sassine soit décédé. Quand il a assisté à des scènes en Mauritanie, des enfants dont on déchirait le ventre, qu'on tuait systématiquement. Il faut les massacrer systématiquement. Face à cette situation, il faut croiser les bras, non? Il ne faut pas croiser les bras à certains moments. Il y a des étapes. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des débats. On réagit par des massacres de population, de déportation et tout. Jusqu'à présent, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on ne répond que par la violence, par les massacres. Mais à certains moments, on tirera la conclusion. Hassan II a toujours eu coutume de dire que le Grand Maroc s'arrêtait au fleuve Sénégal. Que le Maroc et le Sénégal ont toujours eu des frontières. Et qu'une partie d'ailleurs de... Voilà, donc ça c'était, j'aimerais simplement que vous nous précisiez un peu cette géographie-là, et puis la position politique, notamment des Marocains, aujourd'hui sur cette question-là. Autrefois avec Hassan II et aujourd'hui sur la question des Noirs. J'ai toujours été extrêmement intéressé par le massacre des Mauritaniens au Sénégal. Je trouve que c'est une verrue absolument importante pour les Sénégalais. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous, en tant que flamme, vous me disiez une position là-dessus et comment nous, en tant que Sénégalais, et vous, en tant que Mauritaniens, on peut travailler sur ces questions-là, réfléchir ensemble, avancer sur ces questions-là, parce que cette question-là est une question importante dans ce réseau. Pour ce qui concerne la frontière du sud du Maroc et autres, ça, le Maroc, au XVIe, XVIIe siècle, a une politique impérialiste. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les Hormankobé. Parce que le Maroc développer une forte société d'esclaves. Par exemple, on chassait les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, la Mauritanie, tous les Noirs, on les amenait dans des villages, on produisait comme des animaux des humains. On en a formé une forte armée, Hormankobé. Et cette armée a été utilisée pour s'imposer dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie et le Mali et vouloir s'imposer. C'est sur cette prétention-là que le Maroc dit que parce que les Hormankobé, il y a leur descendants jusqu'à présent dans le bassin du fleuve Sénégal. Si vous faites des enquêtes systématiques sur certaines familles, c'est des descendants de Hormankobé, mais qui sont wolofisés, bien qui sont polarisés et autres. Mais ce sont ces gens-là, pour eux, le Maroc, c'était donc son empire impérialiste. Mais qu'est-ce qui a attaqué Tombouctou? Qu'est-ce qui a attaqué Gao? C'est le Maroc, l'empire marocain, au XVIe siècle. Qu'est-ce qui a participé à la destruction de l'empire du Mali? C'est le Maroc, c'est l'empire du Maroc. Donc sa volonté, c'était de dominer toutes ces régions-là. Ensuite, maintenant, imposer le pays. Lorsque les Sénégalais ont réagi au Sénégal contre des Mauritaniens, des bizarres Mauritaniens et des Haratines, c'est après la séance qu'ils ont vu à la télé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé? Abdou Diouf qui fréquentait l'hôpital où on avait admis des Sénégalais qu'on avait massacrés en Mauritanie. Les premiers rapatriés. Oui, les premiers rapatriés. Et quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer et ça sortait à la télévision.
Ça a choqué subitement les Sénégalais qui sont partis tout de suite s'attaquer. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont organisés, qui sont allés dans les camps, dans les quartiers pour dire qu'il n'est pas question de faire comme ces Mauritaniens-là. Effectivement, il y a eu des massacres. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des mouvements, des associations humanitaires qui se sont mobilisées pour dire qu'il n'est pas question de faire ces choses-là. Et effectivement, ces gens-là qui avaient fui, qui sont partis en Mauritanie, sont revenus au Sénégal. Parce que c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Mais ce n'est pas organisé. Alors qu'en Mauritanie, ça a été organisé par l'État. Son père, lui, c'est mon oncle. Lorsque les gens sont venus dans leur maison pour vouloir massacrer les populations, il a pris son fusil pour défendre sa famille. Mais il voyait les policiers et autres se massacrer les familles voisines. Et quand il se met à protester, il dit que non, c'est des ordres qui ont été donnés. Mais est-ce que l'État sénégalais a fait ça? Il ne faut pas faire de confusion entre ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui s'est passé en Mauritanie. Au Sénégal, c'est des actions spontanées qui ont été faites par des individualités. Des organisations humanitaires se sont mobilisées pour lutter contre. En Mauritanie, c'est l'État mauritanien qui a organisé ça. Parce que nous, le directeur de la sécurité, lorsqu'il m'a interrogé, il dit de toute façon, vous verrez, on vous massacrera tous un jour. Vous n'êtes que des sales juifs. La Mauritanie, la partie la plus viable, c'est la vallée. Le désert est en train de chasser les gens. Donc la seule partie qui va tenir, où on pourra vivre, c'est la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, les champs de Wallo du Trarza ont été donnés aux officiers de l'armée, de la garde, de la gendarmerie, aux commerçants proches du pouvoir. Le Brakna a été vendu aux Soudanais. Et peut-être que le Gorgol qui suit après, si on n'arrête pas ce qui se passe, certainement va être donné à d'autres, peut-être aux Iraniens. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne pense pas que dans l'idée de la Mauritanie, il faut parler plus d'islamisation que d'arabisation. Du temps de Ouldada, c'est la Mauritanie qui était chargée de s'occuper de ce travail. Mais la Mauritanie a échoué, le rôle a été confié au Sénégal. C'est le Sénégal, en fait, qui joue le rôle entre les pays arabes et l'Afrique subsaharienne. Ngam tinnitade min jewtiratno koko faati e ñamele de min ɓurno reerdude won hen enen jiyatno min adam ɓeɗe hewno defde nde ñamde ina safatno no feewi ko hunde welnode sanne so min keydi noon min jiɗa yewtude ko faati e dawrugol min keewi haalde